Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Vous savez que cette émission a deux formats. Un format où nous recevons une personnalité importante qui est face au public, qui arrive à croiser le fer avec un public, et un deuxième format où nous rencontrons des personnes, nous rencontrons des faits et nous vous emmenons de l'information et des réalités. Aujourd'hui, nous avons été à la rencontre de beaucoup de personnes et de beaucoup de faits, et vous allez les suivre. Dans cette émission, nous allons commencer par parler économique, parce qu'elle aura deux parties. La première partie, nous allons parler économie. Vous savez aujourd'hui que la descente aux enfers du franc congolais continue. Aujourd'hui, à 15 530 le dollar. Flambée des prix. La situation sociale pose problème. Nous nous sommes posé la question de savoir, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui explique cette situation? Il faudrait faire quoi pour arriver à résoudre ce problème? C'est pour ça que nous avons rencontré l'un des meilleurs professeurs en économie qui existe en Afrique, pour ne pas dire le meilleur en Afrique et au monde. Il est connu, il est président de la commission ECOFIN au Sénat, l'éminent professeur Évariste Mabi Mulumba. Il avait répondu à nos questions sur ce problème. Vous allez suivre son intervention. Ce sera la première partie de cette émission qui sera économique, et la deuxième partie, elle sera politique. Politique, nous allons suivre Tambo Mamba, qui d'ailleurs on apprend, qui est dans l'avion pour Kinshasa, qui était sur TV5 Monde et qui s'est défendu sur cette plainte dont il est poursuivi. Et vous allez suivre ensuite la réaction de Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République, qui avait réagi par rapport à la question, et nous allons chuter par un décryptage de ce que disent les évêques, parce que Nanga aussi a haussé le ton par rapport aux élections. Ce sera la deuxième partie de cette émission. Trêve de parole, nous allons d'abord aller à la rencontre de ce professeur, ce problème d'économie, ce problème social qui se pose aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Mais avant tout, laissez-moi dire un grand merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Merci à Arnold de Massamba au four et au moulin qui est avec nous, qui fait que nous puissions être dans vos maisons. Et merci à nos partenaires qui nous diffusent CCTV. Merci à vous qui nous suivez via Internet de par le monde. Nous vous sommes très reconnaissants. Vos appels, vos interventions nous vont droit au cœur. Grand merci à vous. Nous allons rencontrer le professeur Mabi Mulumba. Il répond aux questions. Il nous explique c'est quoi ce qui se passe et il faut faire quoi. On se retrouve tout juste après. Professeur Mabi Mulumba, bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, le dollar, il est à 15, à 1500. Peut-on savoir les éléments qui font à ce que le dollar, le franc congolais, continue sa descente aux enfers, pour que je puisse le dire comme ça? Disons que ce qui est à la base, c'est tout simplement que le volume des devises ou les réserves de change du pays ont diminué. Nous sommes dans un système de change qu'on appelle flottant, où on évalue le taux de change en confrontant l'offre et la demande de la devise. Plus il y a des francs congolais, moins le franc a de valeur. Donc il y a la loi de l'offre et la demande. Or, nous sommes dans une situation où il y a une rareté des devises. Et automatiquement, face à une quantité de monnaie, de la masse monétaire en monnaie nationale plus importante, et comme il y a une pression sur la demande des devises, cela fait monter le coût de la devise sur le plan de change. Et comme nous importons presque la plupart de des biens que nous consommons, alors automatiquement la baisse du franc congolais par rapport au dollar se répercute dans la hausse des prix. Alors quand les gens veulent, comment dirais-je, rattacher leur revenu au taux de change, cela suppose que les gens sont payés en devises ou sont payés en dollars. Or, d'un côté, vous avez les gens sont payés en francs congolais,
Mais entre-temps, les biens que nous importons, les prix sont fixés en dollars et automatiquement, cela fait monter les prix à l'intérieur du pays. Cette situation a été depuis toujours que nous importons beaucoup, mais pourquoi actuellement c'est cette rapidité de descente aux enfers? Non, il faut maintenant poser la question de savoir comment nous avons connu cette stabilité de la monnaie congolaise par rapport à la devise. C'est parce que depuis 2002, nous gérons notre budget sur base caisse. Cela signifie qu'on ne dépense qu'en fonction des recettes collectées. Comment est-on arrivé à une telle politique? C'est parce que dans la décennie de 90 à 2000, nous avons connu une inflation avoisinant presque 9000%. Pour quelle raison? Cette inflation était d'origine budgétaire. Donc, lorsque le budget de l'État était en déficit, on recourait aux avances de la Banque centrale à une création monétaire. Et à partir de 2002, on a interrompu ce système et cela a amené la stabilité. Mais cette stabilité appuyée par quoi? Par le fait que nous sommes entrés en programme avec le Fonds monétaire international. On nous a fait un prêt en devise qui permet de conforter les réserves de change de la Banque centrale. Et c'est ce qui a fait, entre-temps aussi, il faut noter, que nous avons assisté à une hausse des cours des matières premières, de telle sorte qu'il n'y avait plus de rentrée, il y avait plus de rentrée dans le budget de l'État. Je prendrai un autre exemple. En 2014, l'État percevait à peu près 450 millions de dollars du côté des entreprises pétrolières. Mais avec cette baisse, on n'a plus atteint 150 millions, de 450 à 150 millions. Professeur, la manière dont vous présentez les choses, peut-on dire qu'à ce stade, on peut arriver à réguler, ou est-ce que la Banque centrale, étant autorité monétaire, a failli? Non, il ne faut pas dire que la Banque centrale a failli, non. Tel qu'on, je vous l'explique, il y a une conjoncture qui dépasse la Banque centrale. Donc une fatalité? Non, fatalité, ça c'est trop dire. Parce qu'à tout moment, la conjoncture peut s'inverser. Mais le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est parce que quand vous êtes comme ça en déficit, avec le déficit de la balance de paiement, vous recourez soit à un emprunt extérieur, ou si c'est le budget, on recourt à l'épargne nationale. Mais il se fait que nous avons connu une situation semblable en 2009. La Banque centrale n'avait plus comme réserve de change 35 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous entrions en programme avec le FMI, nous avons eu rapidement une facilité pour faire face au choc extérieur. Le Fonds monétaire a accordé 200 millions de dollars, la Banque mondiale de même et la Banque africaine de développement, ce qui a permis de passer le cap difficile sans connaître la situation actuelle. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire. La politique étant liée à l'économie, est-ce que ce n'est pas parce que politiquement il y a des crises et on est assez instable que cela influence aussi l'économie, professeur? On connaît stabilité politique influence l'économie dans la mesure où cela ne rend pas sûr, il donne de l'incertitude pour ceux qui doivent investir. Les investisseurs. Or, l'investissement, c'est la création de richesses. Mais automatiquement, il y aura une atténuation du fait de l'instabilité politique. Mais ce que je voulais rappeler également, on doit aller beaucoup plus loin. Comment se présente l'économie congolaise? Et je me souviens à une certaine époque, pas une certaine époque, on a parlé de 5 chantiers. Le Congolais tournait ça en dérision, mais c'est ça le fondamental de l'économie. De quoi il s'agit? Les infrastructures, l'électricité, la santé, l'éducation. Voilà les éléments qui poussent à créer des richesses. Puisque nous parlons des produits manufacturés, qu'est-ce qui empêche et freine qu'on ait des produits industriels? C'est le déficit énergétique. D'aucuns disent que la panacée viendrait de l'endettement, moi je te parle de l'endettement, d'autres disent que la panacée viendrait des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Professeur, dites-nous, quelle est la panacée, la solution aujourd'hui de sortir de cette crise? La panacée, c'est d'envisager une bonne politique économique, de compter sur sa propre force d'organisation. Quand vous citez les élections de Bretton Woods, c'est le recours à l'emprunt. La RDC connaît des difficultés actuelles pour avoir recouru au financement extérieur,
Mais quand vous recourez au financement extérieur, vous devez engager ces financements dans des secteurs qui rapportent de quoi se rembourser. Il se fait que nous nous sommes endettés. Par exemple, je prends un cas qui est à la base de toute cette crise. Le gros de l'endettement congolais était consacré à la création d'Inga. Et lorsque Inga est devenu opérationnel, les entreprises qui devaient consommer cette énergie ne se sont pas installées. Et par conséquent, une bonne partie de ce courant allait dans le vide. Avec une économie dollarisée, peut-on espérer le changement? L'économie dollarisée, cela ne change rien. Vous savez ce que les Congolais ne sont pas attachés au dollar. Aujourd'hui, vous posez la question, vous avez une maison à louer. Vous allez la louer en francs congolais ou en dollars? Enfin, je vous pose la question. Mais pourquoi nous sommes passés au dollar? C'est tout simplement parce qu'on n'est pas parvenu à stabiliser la monnaie nationale. Alors, les agents économiques, c'est tout à fait logique, cherchent des valeurs refuges pour protéger le pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'avec, je vous ai dit qu'il y a eu des taux d'inflation de 9000%. Alors par conséquent, les gens, soit ils investissaient l'argent dans la brique, soit ils cherchaient une devise stable pour sauver leur pouvoir d'achat. Et en fin de compte, l'État lui-même, qui devait défendre la monnaie nationale, a dû se rallier à ce qui se fait sur le terrain. Et à l'heure actuelle, la loi autorise la circulation concomitante du dollar, je dirais, de la devise et de la monnaie nationale. Donc c'est tout à fait légal. Simon Ketchiba va réussir avec tous ces éléments que vous avez épinglés ici? Je pense qu'il ne faut pas penser que la réussite dépend d'une seule personne. Quand vous dites, j'espère que Chibala, mais il faut parler plutôt du gouvernement. Votre avis en tant que spécialiste de la question? Moi, je ne peux pas parler d'une personne. Du gouvernement. Moi, je parle du gouvernement. Oui. Oui, mais le gouvernement aura des difficultés, ça c'est certain, puisque les indicateurs macroéconomiques ne sont pas bons. Il y aura des difficultés, donc on limitera dans la mesure du possible la détérioration de la situation économique. Et puis en même temps, c'est à très court terme. Mais quand on parle de diversifier l'économie, la diversification de l'économie est une matière à moyen et long terme. Parce qu'à ce moment-là, cela signifie que vous allez commencer à produire un certain nombre de biens que vous importiez avant. Je prends le cas de notre commerce extérieur. Vous trouvez que le gros sont les matières de base, mais entre les produits manufacturés, ils n'y sont pas. Maintenant, il faudrait commencer à créer des industries qui vont se substituer aux importations. Et ainsi, vous économisez les devises qui permettraient de faire autre chose. Or, cela demande du temps. On va chuter. Je vous pose la question d'un téléspectateur qui vous a vu passer et nous a dit, lorsqu'il vous a vu, il s'est rappelé que nous avions, lui vous appelait des figures emblématiques. On a l'impression aujourd'hui qu'au Congo c'est n'importe quoi, au Congo il y a n'importe qui et n'importe quoi. Mais comment se fait-il que dans des pays où vivent des têtes comme des professeurs Mabi Mulumba, le Congo peut descendre aussi bas? Professeur, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, j'appelle cela de l'incantation. Le Congolais pense que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il suffit qu'il y ait une figure emblématique pour que les choses, les miracles n'existent plus. C'est le travail. Et la meilleure concept d'une politique mieux conçue, aussi longtemps que vous le mettez... Je prends un cas très simple, ce n'est pas tellement pour critiquer. Vous, les journalistes, souvent, quand vous parlez du budget de la RDC, vous ne vous intéressez qu'aux prévisions. Au moment où on le vote, j'entends dire, voilà, nous avons un budget de 9 milliards. Est-ce que vous n'êtes jamais intéressé de savoir si à la fin de l'année, on a réalisé ces 9 milliards? C'est là le vrai problème. Donc, il faut maintenant vous baser sur la réalité. Je prends un cas très simple. De 2012 à l'heure actuelle, nous n'avons jamais réalisé plus de 70% du budget. Et comme nous travaillons sur base caisse, cela signifie qu'un certain nombre d'actions prévues ne sont pas réalisées parce que nous n'engageons que les recettes que nous avons collectées. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là pour saisir sa propre réalité. Que peut faire aujourd'hui le professeur Mabi pour sauver les meubles, pour sauver ce qui peut l'être? C'est un problème de tout le monde. Bon, comme je vois un journaliste devant moi, je suis toujours étonné que les journalistes n'arrivent pas à les analyser pour montrer justement que ceci ne va pas du point de vue de la gestion.
ne faut pas toujours dire, il faut dire telle est l'institution, par exemple, quel est le dysfonctionnement qui fait qu'on ne corrige pas ce qui ne semble pas bien marcher. C'est la responsabilité de tout le monde. Et la vôtre? Non, et la mienne, bien entendu. Mais personnellement, j'explique aux gens ceci qui ne va pas. Je me souviens, en partant à votre question, il y a eu une certaine époque, je faisais un exposé au niveau de l'Assemblée nationale il y a déjà longtemps. Et il y a eu des réactions des députés dans la salle qui disent, voilà, nous avons des économistes, mais comment notre monnaie est en train de descendre aux enfers comme ça? Voilà la réponse que je leur ai donnée. C'est-à-dire que l'économiste vous indique ce que vous devez respecter comme règle pour obtenir de la bonne monnaie. Si vous ne respectez pas, quelle est la responsabilité de l'économiste? Alors j'avais comparé cela à des chrétiens dans une communauté qui tout d'un coup constatent qu'il y a trop de péchés. Et alors ils s'exclament en disant, mais on pêche comme ça, il n'y a pas de prêtre dans le pays. Or le prêtre chaque dimanche demande de ne pas pécher. Quand ils vont pécher, est-ce que le prêtre est avec eux? Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Dernière question, pourquoi êtes-vous parti de la Cour des comptes? Pardon? Pourquoi êtes-vous parti de la Cour des comptes? De partir de la Cour des comptes? Oui. Non, j'ai voulu changer. À un moment donné, vous savez, j'ai fait 17 ans à la Cour des comptes. Ça devenait un peu monotone. Alors j'ai voulu maintenant aller me présenter au Sénat. Et ce n'est pas mauvais, laisser la place aussi aux autres. Professeur Mabi Mulumba, merci. Je vous remercie aussi. Ça m'a permis d'avancer quelques idées. Voilà, dans ce pays, on nous a donné l'impression que tout ce qui est du Congo est nul. Il n'y a rien dans ce pays. Il n'y a que des tonneaux vides. Il n'y a que des corrupteurs. Il n'y a que des détourneurs. Mais je m'adresse aux Congolais, ceux de la nouvelle génération, que ce n'est pas l'asile des cancres ici. Il y a de valeurs. C'est parce que les médiocres passent souvent à la télévision que vous avez l'impression qu'ils sont tellement très nombreux qu'il n'y a que eux. Mais il n'y a pas que eux. Nous avons des valeurs. Voilà une, professeur Mabi Mulumba. Bien que des valeurs dans notre pays aussi ne s'expriment pas très souvent, on ne sait pas pourquoi. Nous allons essayer tant soit peu de déranger certaines personnes qui font la fierté de ce pays. Elles sont nombreuses. Hein. Vous avez le professeur Mabi Mulumba, vous avez le professeur Mbata, Mokoko Samba et tant d'autres. Nous allons essayer de rencontrer ces personnes. Et qu'on ne vous dise pas que dans ce pays-là, il n'y a que des idiots. Non, vous voyez ce que le professeur dit au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud. C'est l'intelligence congolaise qui forme. Mais dans notre pays ici, c'est la racaille. On a clochardisé le professeur, on a clochardisé l'enseignant. Pour quel but? Pour quel objectif? Nous allons partir du côté de nos confrères de TV5 qui ont reçu le ministre Tambo Mamba. Là, nous parlons politique, allais-je dire. Le ministre Tambo Mamba s'est défendu au regard de cette plainte dont il est cité, le bombardement de cet avion en 1998, des victimes ont porté plainte. Le ministre a parlé de la question que nous avons traitée les jours passés. Suivez sa réaction. On se retrouve tout juste après. Ministre, vous êtes visé par une plainte qui a été déposée en Belgique. Tout à fait. Pour crime contre l'humanité, pour des faits qui remontent à 1998. Tout à fait. Vous étiez à ce moment-là l'un des responsables d'un mouvement rebelle. J'étais le responsable des relations extérieures du RCD. Voilà. Qui était en guerre contre Kinshasa. Tout à fait. Il y a eu un incident militaire majeur et nous avions estimé qu'il fallait communiquer. On ne pouvait pas abattre un avion et ne pas donner les raisons pour lesquelles on l'a fait. Donc, les militaires nous ont dit que pour telles raisons, ils ont dû abattre cet avion. Nous avons été informés après coup et nous avons tenu l'opinion nationale et internationale au courant. Eh bien, on va écouter justement ce que vous avez déclaré à l'époque sur les ondes de RFI. Tout à fait. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil.
C'est une déclaration qui vous accable tout de même, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cet enregistrement? Non, nous l'avons fait, c'est clair. Cet enregistrement, il est de moi, à la suite des informations qui ont été données par nos forces militaires qui étaient sur terrain, qui nous ont informés de l'incident. Et il fallait que nous puissions communiquer. J'étais le responsable des relations extérieures du mouvement, c'est moi qui devais communiquer. Alors vous dites qu'il y avait du matériel militaire à bord de cet avion civil. La compagnie aérienne CAL, elle, déclare que cet avion transportait des femmes, des enfants qui fuyaient les combats. Écoutez, l'enquête du juge belge qui a été saisi va démontrer cela. Je pense qu'il y a des éléments qui existent, il y a des enregistrements qui existent. Et j'ai convenu avec mon avocat en Belgique, que j'ai engagé pour poursuivre ce dossier, qu'en dehors du communiqué qu'il a fait, nous avions décidé qu'on n'allait pas communiquer sur autre chose en attendant de voir le juge. Pourquoi 19 ans plus tard, cette affaire ressort-elle selon vous? Pourquoi aujourd'hui? Nous savons d'où ça vient, mais nous ne voulons pas communiquer aujourd'hui pour des raisons évidentes. J'ai convenu avec mon avocat que nous allons attendre d'en parler au juge quand il le voudra. Vous savez d'où ça vient? Ça vient des adversaires politiques? Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais nous avons fait nos propres enquêtes, et nos propres enquêtes nous ont conduit exactement sur l'origine de ces déclarations. Alors on va parler d'un autre dossier de Moïse Katumbi, l'opposant congolais qui a annoncé son retour à Kinshasa de façon imminente et malgré sa condamnation à 3 ans de prison dans cette affaire de spoliation immobilière présumée. Est-ce qu'il ira en prison s'il rentre demain à Kinshasa? Il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne au moment où il a quitté le Congo. Il a pris une bonne décision, il a pris un des meilleurs avocats du barreau de Paris qui va certainement l'accompagner. C'est une question qui relève de la magistrature congolaise. Ce que je peux affirmer, c'est qu'il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne au moment où il a quitté le Congo. C'est-à-dire qu'il va être il va se représenter devant les magistrats. Donc, il y avait une procédure judiciaire menée par le parquet général de la République qui était en cours, qui a été interrompue parce qu'il avait demandé à aller à l'étranger pour se faire soigner. Ça, c'est un volet qui devra continuer. Là où il l'avait laissé, il y avait une condamnation pour laquelle il est allé en appel. Donc, il va poursuivre la procédure au niveau de l'appel et arriver peut-être, en fait, disons, à faire changer la vie au niveau d'appel. Donc, c'est une question qui concerne les magistrats. La réplique n'a pas tardé. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif de l'AR, a réagi à notre micro. Regardez. Lambert Mende dit dans son point de presse, pas de turpitude, c'est la CENI qui organise les élections. Ces élections dont vous avez un candidat, Moïse Katumbi, vous de l'AR. Mais Katumbi, Tambo Mbadi, ne peut pas être candidat au regard de sa double nationalité. Votre réaction? Mais non, si on doit revenir sur la question des nationalités, beaucoup qui sont au sommet de l'État vont partir. Et la question des nationalités, il y a eu un moratoire sous la direction de Vital Kamerhe lorsqu'il était le président de l'Assemblée. Une réponse qu'on a donnée à une motion de M. Makila, le vice-premier ministre Makila, lorsqu'il était député avec nous. Il était question qu'on devait surseoir cette question. Et même alors, d'abord, il faut prouver qu'il a une nationalité. La Constitution parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Je suis d'accord avec vous, mais le chef de l'État a nommé un premier ministre belge, Sami Badibanga. C'était un Belge. Donc, dans toutes ces questions, il faut pas... Comparaison n'est pas raison. Non, je veux dire qu'il ne faut pas... Pourquoi on cherche l'époux dans la tête de Moïse Katumbi? Parce que Moïse dérange. On ne peut pas élire un président étranger. Il n'est pas étranger dans ce pays. Et puis, si c'est le cas, il peut renoncer. Si c'est le cas, il peut renoncer à cette nationalité et regarder celle d'origine qui est la nationalité congolaise. C'est un bon moment qui parle, ministre de la Justice. Il a des éléments. Hein? Quel ministre de la Justice? Mais lui-même est sous le coup d'une poursuite pour crime contre l'humanité. Et il doit péquelerer. Lui qui a des prisonniers privés ici, c'est le cas de Mouyambo, son prisonnier personnel. M. Diomi, son prisonnier personnel. Mais il sera notre prisonnier personnel à la CPI parce qu'il sera poursuivi. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils sont au bout du rouleau, ils veulent raconter leur vie et ils cherchent des poux sur la tête de Moïse Katumbi alors que la tête est très propre et il est notre futur candidat que nous allons présenter au peuple.
Il dit qu'il se sent bien, il attend que la justice belge le convoque pour répondre à la justice, et à toutes vos élucubrations, c'est une perte de temps. Il rentre bientôt à Kinshasa. Il fait semblant de se sentir mieux. S'il avait encore l'essence de l'honneur et de la dignité, il devait démissionner. Vous avez suivi en France, où le ministre, parce que cité pour une affaire d'emploi au niveau du Parlement européen, et rapidement, il y a eu des démissions dans le nouveau gouvernement de Macron. Mais parce qu'au Congo, les ministres sont des chefs coutumiers, peut-être que la justice, c'est un quota. Dans le cadre de la coutume, il ne veut pas démissionner, mais nous ne pouvons pas avoir au sommet de la justice de notre pays quelqu'un qui est poursuivi pour crime contre l'humanité et diriger la justice de notre pays. En tout cas, ces mots, nous l'adressons à Tchibala. Et Tchibala, mon ami, aujourd'hui Premier ministre, tous mes respects, mais nous avons avec vous lutté pour la justice dans ce pays. Tu ne seras pas dans ta peau d'avoir un ministre de la justice poursuivi pour crime contre l'humanité et qui doit encore gérer la justice de notre pays où il a montré toute son incompétence dans la gestion des prisons et de beaucoup de dossiers. Non, le fait de rentrer, déjà il y a ouverture d'un dossier sur lui. Un matin ou un soir, il sera récupéré. Les faits sont énormément graves. Et pourquoi il dit que ce n'était pas lui, c'est les autres? Mais non, c'est lui qui a tapé sur la poitrine, il doit être poursuivi. Lambert Mende dit que vous devez être habité, vous, qui vous faites appeler nationaliste, par l'esprit lumumbiste de pouvoir défendre le pays. Les membres du gouvernement sanctionnés par l'Union européenne, votre réaction, vous dénoncez cette nouvelle forme de néocolonialisme. Mende tout sauf être lumumbiste. Mende a été dans tous les coups dans ce pays. C'est un ancien rebelle, il ne doit pas oublier ça. Et comme M. Tamboué déjà cité, il était aussi dans la haute administration du IRC de Goma. Ils seront tous, voilà, ce pays. Il n'a pas de leçons à nous donner, il n'a pas de leçons à nous donner pour apprendre le nationalisme. Mende doit savoir d'abord, il s'est tué depuis qu'on a pris les sanctions, mais il se réveille d'où là? Il faut que se pose des questions là-dessus. On apprend de sources sûres, Félix Tshisekedi pressenti Premier ministre par rapport à l'application de l'accord. Kabila avait maintenant appliqué l'accord en vous donnant le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas un cadeau pour nous. Et Félix n'est pas prêt à pouvoir assumer une telle charge. Kabila a violé l'accord, il a signé son propre arrangement particulier et Félix ne prendra pas ces risques-là d'aller s'humilier devant le peuple congolais. Félix Tshisekedi parle de l'application intégrale de l'accord qui dit que primature à l'UDPS, au rassemblement. Non, c'est au niveau des principes. Au niveau des principes, il a été dit que l'accord, c'est le rassemblement qui présente le Premier ministre. C'est le rassemblement qui présente le Premier ministre. Bon, comme Kabila ne l'a pas accepté, et arrivé à quelques 4 mois, il va nous contacter pour qu'on négocie une prolongation avec lui. Nous ne sommes pas prêts à faire ça. Félix veut une application de l'accord. Félix, il n'est pas seul. Application de l'accord, nous le disons tous. Oui, alors quand vous dites application de l'accord, expliquez à l'opinion, ça veut dire quoi? Application de l'accord, ça veut dire primature entre vos mains. Parce que nous voulions qu'on aille vite aux élections. La primature devait nous revenir. Nous devrions contrôler toutes les ressources financières pour donner les moyens à la CENI d'organiser les élections. Et qu'il devait y avoir le CENSA, qui devait avoir quelqu'un toujours du rassemblement pour assurer les suivis de tout ce que fait la CENI, le Parlement, que maintenant que M. Kabila, au lieu de respecter le schéma qui a été tracé au niveau de la CENCO, il a préféré faire un arrangement à lui au Palais du Peuple avec M. le Président Minaku et Kengo. Cela ne nous engage plus. Et puis, cette histoire de primature ne nous intéresse plus au niveau du rassemblement. Et si aujourd'hui, par extraordinaire, Félix Tshisekedi était nommé Premier ministre? Il ne sera pas nommé. Parlons par extraordinaire. Il n'y a pas d'extraordinaire. Parce qu'il ne saura pas trahir ce peuple. Et je connais bien Félix. Ce serait une trahison? Non, je ne vais même pas parler de trahison parce que Félix n'est pas prêt à accompagner M. Kabila dans son bourbier. Et aujourd'hui, nous avons une réunion, on abordera encore toutes ces questions. Un message à la nation qui vous a suivi? Le message, c'est que le peuple a trop patienté.
Et aujourd'hui, il n'y a plus à douter. Il n'y a pas de volonté du régime de pouvoir organiser les élections parce que M. Kabila, il veut rester au pouvoir. Il ne veut pas partir. Et nous demandons à la CENI, à Nanga, il est encore très jeune, il a fait du bon travail, mais il faut éviter d'être le bouc émissaire de ses pouvoirs. Souvenez-vous de Malou Malou, s'il vous plaît. Maintenant, tout ce monde ici, tous les grands maîtres du régime, pour chercher à justifier leur positionnement, ils mettent du charbon ardent sur la tête de Nanga, disant c'est Nanga qui doit résoudre les problèmes. Mais nous savons que ce n'est pas Nanga qui doit résoudre les problèmes. Les problèmes se trouvent du côté du gouvernement, et le gouvernement, c'est-à-dire M. Kabila, qui confisque tous les moyens financiers de l'État pour ne pas financer les élections. Ça, nous le savons. Mais Nanga doit être prudent et intelligent, parce que le peuple, par mégarde, peut l'emporter aussi. Donc la vigilance de notre peuple, maintenant nous allons vers le dernier retranchement d'un régime fatigué, épuisé et qui n'a rien à proposer. Et à ce moment-là, c'est la prudence, parce que c'est à ce moment-là aussi que les serpents ou les chiens peuvent mordre facilement, les chiens surtout, son maître. C'était là Jean-Bertrand Ewanga. Alors, d'une pierre deux coups, Jean-Bertrand Ewanga parle des élections cette année. Mais Nanga, il y a peu, on avait aussi parlé. Qu'est-ce que Nanga avait dit en rapport avec les élections? Parce que c'est Nanga qui doit organiser les élections. Quand je parle de Nanga, je fais allusion à la CENI. Suivez ce que Nanga nous avait dit il y a peu par rapport aux élections. On se retrouve tout juste après. À quand donc les calendriers? Dès que ces questions seront clarifiées, nous allons les publier. Pour les plans logistiques, nous sommes très avancés. L'éclairage est déjà là. Sur les plans budgétaires, nous sommes aussi très avancés parce que les discussions au Parlement vont dans le même sens. Mais sur le plan aussi politique, nous regardons plus ou moins ce que dit l'accord, tout en vous disant on vous dira la vérité. Je ne peux pas vous dire que je vais faire telle chose en telle date alors que je sais pertinemment que je n'y arriverai pas. Parce qu'il y a une question de responsabilité. Voilà, c'était là Corneille Nanga. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. J'aimerais quand même rappeler ici que en 2016, en janvier, déjà Nanga disait qu'on ne saura pas avoir les élections fin 2016, mais jusqu'en 2017 avril, on peut avoir les élections. Je me rappelle aussi que lorsque les gens sont allés à la cité des l'OUA, on a signé un arrangement, un accord. En entendant la CENI, les experts ont dit qu'il ne fallait pas 2017 jusqu'à 2018 avril. La SENCO est venue, un accord a été trouvé pour 2017. Monsieur Corneille Nanga, les évêques ont dit que cette année il doit y avoir élection et ils ont demandé au peuple congolais de se réveiller. Dans leur dernière déclaration, les évêques parlent de debout congolais. Vous les avez suivis? Les évêques disent qu'un groupe de gens ne peuvent pas prendre le peuple en otage. Ils doivent se partager la richesse du peuple pour appauvrir ce dernier. Les évêques disent qu'on ne peut pas dépasser le cap de 2017. Il faudrait se lever et défendre sa nation. Les évêques se réveillent parce qu'à mon humble avis, ils se sont rendus compte que c'est grâce à eux que nous avons glissé. Nous avons la mémoire courte à titre de rappel. Puisque les gens semblent parler des élections comme si c'était de la blague, en ne sachant pas que c'est l'aspiration de tout un peuple, que si nous sommes jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, c'est parce qu'on ne veut pas organiser les élections. Nous l'avions dit en 100 ans. Nous sommes en 2015, on veut conditionner la loi électorale. Le peuple est descendu dans la rue. On a reculé. On se souviendra du livre entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. En 2016, les velléités continueront. Face aux tergiversations,
Il y aura des blocs qui vont se créer avec le rassemblement. Les gens sont morts dans ce pays pour faire respecter la Constitution. Les Congolais sont morts. Nous avons perdu nos frères. Pour en arriver là, nous avons d'abord perdu nos frères seulement pour faire respecter la démocratie. Nous avons perdu nos frères seulement pour faire respecter le Congo. Quand je parle des évêques aujourd'hui qui ont agi, je me rappelle encore de certains d'entre eux qui sont entrés dans l'histoire, comme Malula, comme Etchou, des cardinaux. Oh, je me rappelle de Monseigneur Moudi Roi, Monseigneur Catalico, dans l'est du pays, se battant au prix de leur vie pour sauver cette nation. Je me rappelle ici de tous les Congolais sur leur cheminement qui se sont battus pour sauver cette nation. Ils sont nombreux, ils nous ont laissés. Je me rappelle ici de Boteti à l'Assemblée provinciale. Je me rappelle ici de Armand Tungoulou. Je me rappelle ici de Chebea. Je me rappelle ici de Alain Moloto. Je me rappelle même de celui qui a fait Sauvons le Congo. Il est encore en vie, mais dans une situation que nous connaissons, Pasteur Coutinho Fernando. Nous aurons connu des choses. Je me rappelle des gens qui se sont encore battus pour ce pays, comme Mamadou Ndala, Baouma, Mbunda Mabé. Je me rappelle de vous. Je me rappelle de ceux qui se dressent dans la lignée de pères fondateurs de l'indépendance, dans la lignée des ancêtres, dans la lignée de Simon Kimbangu, dans la lignée de Paul Panda, dans la lignée de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Le 19 septembre, les gens sont morts pour le respect de cette Constitution. Les gens ont été tabassés, les députés ont été vilipendés, les Martin Fayulu ont ramassé des choses. Et les honorables Pouela, Moïse Mounidela a été arrêté, on se souviendra. Franck Diongo a perdu les membres du MLP. J'étais là. Les gens sont tombés sur le chemin pour le respect de la Constitution, pour avoir les élections dans les délais. Franck Diongo, aujourd'hui, dont je parle, en prison. D'ailleurs, on nous en prend incapables de se faire enrôler. Il ne s'agit pas ici de la politique de honte-toi que je m'y mette. Il ne s'agit pas ici de la politique de certaines personnes qui sont là, qui doivent partir pour que d'autres viennent. Il s'agit du Congo, il s'agit du bien-être de Congolais, de la vie, du quotidien, de ce pain qui manque, de cette personne qui est incapable, en regardant ses enfants aller à l'école, de cette personne qui peut voir ses enfants malades, incapable de l'envoyer à l'hôpital, de ces gens qui travaillent. Le 1er et le 30 ressemblent à la même chose. Des grèves par-ci, par-là, à gauche, à droite. Nous le voyons aujourd'hui dans toutes les sociétés. Le dollar, il est à 15. La situation est catastrophique. De cette situation où le Congolais meurt tous les jours au Kasaï. On n'en parle pas aujourd'hui. J'ai entendu des gens se réjouir qu'il n'y a pas d'enquête internationale. Qui s'est réjoui? C'est la victoire de qui? Il s'agit de quoi? De mort, de la vie de nos frères et sœurs au Kasaï. Pas plus tard que hier, ça a encore tiré à Béni. On a attaqué cette situation qui perdure 16, 17 ans. Jusqu'au quand le Congolais va s'humilier à ces points? C'est comme ça qu'il s'agit des valeurs de ceux qui pensent qu'il faut changer ce pays, de ceux qui pensent qu'on peut encore redorer le blason terni de ce pays. C'est à vous que je m'adresse. Et donc chacun dans son coin puisse contribuer. Nous faisons notre part dans notre métier, au prix de beaucoup de risques. C'est comme ça que j'ai toujours dit à mes amis, mes collaborateurs du Vrai Journal, qu'il faut tenir et qu'il faut être intègre. Je sais que les situations sont difficiles. Je sais que nous passons par le feu. C'est ici que j'ai l'habitude de parler. Quand je pense, je parle à Mira, je parle à Philippe, je parle à Arnaud de Massamba, je parle à Zico, à Jocelyne. Nous préférons la pauvreté à la liberté qu'à la richesse dans l'esclavage. Il faut tenir. Nous devons y arriver. Nous gravirons les montagnes sur nos genoux s'il le faut, car s'il est normal que le combat soit dur, il est aussi normal qu'à la fin, la vie, la raison, l'essence patriotique et les valeurs intrinsèques de l'âme gagnent. Nous devons sauver ce pays. Nous devons faire quelque chose.
vous dans votre coin. J'entends les gens dire, mais vous les journalistes corrompus. Mais lorsque je vois des activités organisées où on vous donne des 5 000 francs pour que vous puissiez venir, n'est-ce pas une autre forme de corruption? Lorsque je vois le Rwanda, coup de chapeau au Rwandais, Kigali est la plus belle ville d'Afrique. Coup de chapeau aux Ougandais, la situation est stable. Coup de chapeau aux Ghanéens, coup de chapeau aux Angolais. Aujourd'hui, le paradis, c'est le Brazza. Le paradis, c'est l'Angola. Hier, le paradis, c'était l'Europe, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Il suffit que quelqu'un parte en Angola aujourd'hui ou à Brazzaville pour changer de vie. Nous manquons quoi dans ce pays? Pourquoi nos militaires doivent vivre dans cette situation? Quel est le mal que nous avons fait dans ce pays pour descendre aussi bas? À un moment, il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil pour se dire, nous sommes quand même, c'est quand même le pays de Thomas Kanza. Pour que les gens puissent se faire tabasser à ce point en Angola, pour traverser. Fuyons la faim ici, chassés comme des chiens à Brazzaville. Les évêques ont parlé, debout congolais. Les journalistes font ce qu'ils peuvent. Les acteurs politiques, il n'y a pas que de médiocres. Il est vrai que pour nos vies, nous vous demandons toujours une seule chose. Une seule. Il est vrai qu'il y a des esprits avertis qui peuvent comprendre que ce que nous faisons, c'est pour le pays. C'est peut-être pour que notre vie change. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais de nous, de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Mais il y a aussi des personnes, par maladroite, ou je ne sais pas, par excès des ailes, qui pointent du doigt, et ainsi notre vie est à la merci de tout le monde. Mais c'est Dieu qui protège, zigouiller, torturer, tuer. L'avenir, le domaine de Dieu. Je sais que le PDG Timboul est mal dans son état. Angélique Makaya est mal dans son état. Kabunda est mal dans son état. Mais on ne peut rien faire au regard de la situation. Cette terre, c'est la terre de nos ancêtres. Kimbango est sur cette terre. Lumumba est dans cette terre. Mbokwaro est dans cette terre. Faites quelque chose pour votre pays. Sauvez la nation. Que Dieu soit avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.